Donc, on va reprendre pour ne pas finir trop tard. Et pour le prochain panel, je vais inviter Laurence Pajot, qui est conseillère en approvisionnement à l'ECPAR et qui va être l'animatrice de ce panel. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci pour l'invitation aujourd'hui. Donc, je m'appelle Laurence Pajot. Je suis conseillère en approvisionnement responsable à l'ECPAR, l'espace de concertation sur les pratiques d'approvisionnement responsable. Et nous sommes rassemblés pour un panel aujourd'hui pour savoir comment l'approvisionnement peut soutenir les soins durables. Donc, je vous présente nos panélistes. De droite à gauche, on a du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, Guillaume Moreau, agent de planification, de programmation et de recherche. On a du CAG, M. François Pelletier, directeur de l'innovation et de la vigie des marchés. Directrice générale, Jeannie Beauchamp de Omnichem et Chaptec. On a Stéphane Turcotte, encore une fois, du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, donc gestionnaire approvisionnement et logistique. Et finalement, de Roche Diagnostic, M. Antonin Roche, chef principal accès politique de santé et relations gouvernementales au Québec. On peut les applaudir. Donc, qu'est-ce que sont les soins durables? Comment l'approvisionnement peut être un levier pour ça? Donc, je vais céder la parole d'abord à Guillaume, qui a gracieusement accepté de nous fournir une présentation sur l'approche systémique pour un approvisionnement responsable. Oui, donc bonjour tout le monde. Donc, on m'a demandé, suite à, entre autres, le parcours de formation que j'ai créé pour le réseau, pour le CIUS Centre-Sud, pas pour le réseau, de voir comment ça peut s'intégrer justement une approche systémique en approvisionnement. De quoi je parle finalement quand je dis ça? Bien, ça demande premièrement quelques éléments de contexte. Je vais essayer de monter mon micro parce que là, ou peut-être me reculer. Je pense que ça va comme ça. Parfait. Donc, quelques éléments de contexte pour débuter. Hein, c'est quoi, pourquoi je parle de système? Ben, parce que notre monde est fait, en fait, il fonctionne en système complexe. Donc, un système complexe, c'est quoi? C'est un périmètre défini d'éléments qui ont des propriétés, des règles d'interaction. Et ces règles et propriétés définissent beaucoup plus le fonctionnement du système que les propriétés de ces différents éléments. Donc là, il est 3 heures. Ça fait plein de présentations que vous écoutez. De quoi je parle? Je vais le dire plus en français. Donc, vous voyez le cercle vert. Le cercle vert, il est ouvert. Il y a d'autres cercles autour qui sont en interaction avec ces autres cercles-là. C'est le système. À l'intérieur, il y a des composantes, hein, un triangle, un carré. Et si on les prend, ces composantes-là, on les sort du système et on les regarde, on ne comprendra pas comment le système fonctionne. Le système, pour le comprendre, il faut qu'on regarde les interactions entre ces composantes-là. C'est bon? Donc, notre monde fonctionne en système complexe. Le corps humain, c'est un système complexe. C'est en fait plein de systèmes complexes ensemble. Les établissements de santé, vous allez être d'accord avec moi que c'est des systèmes complexes. Les cultures, l'interaction entre les cultures, la ville de Montréal, les forêts, la biodiversité, le cycle des champignons. Une ruelle verte est un système complexe avec des éléments sociaux et écologiques. On va parler de systèmes socio-écologiques. Le cycle du plastique dans nos écosystèmes, le système solaire, les cycles de l'eau, de l'azote, du phosphore. Et tous ces systèmes complexes-là, toutes leurs interrelations, créent le système complexe, notre système complexe par excellence, que j'ai nommé la planète Terre. Donc, cette planète-là a des limites. C'est quand même spécial qu'on n'en a pas. Je m'attendais qu'on en parle quand même aujourd'hui. Il a parlé de changement climatique, hein, mais on a dépassé beaucoup plus de limites que seulement les changements climatiques au niveau de ces limites qui nous permettent finalement d'être sur une planète stable. Les changements climatiques, la 6e extinction de masse qu'on vit présentement, le cycle d'azote et de phosphore, le cycle de l'eau douce, donc l'absence d'eau potable sur la planète qui est de plus en plus présente, la désertification et la pollution chimique. On a parlé tantôt des microplastiques qu'on retrouve dans la neige de l'Everest, dans notre sang, dans notre cerveau et partout finalement dans la pluie qui tombe sur nos têtes. C'est entre autres pourquoi, dans le rapport du gouvernement du Canada qui est sorti cette année, Perturbations à l'horizon, que dans les 10 principales perturbations que
qui nous est demandé aux institutions, aux sociétés de se pencher dessus et de réfléchir. Bien, dans les 10 plus probables, il y a, dans les 10 prochaines années, c'est la biodiversité disparaît, les écosystèmes s'effondrent, les mesures d'urgence sont débordées, les ressources naturelles vitales sont rares parce qu'on va manquer d'eau, de pétrole, de sable, de gaz, qui est aussi quelque chose à réfléchir quand on parle d'approvisionnement responsable, et les systèmes de santé s'effondrent. Donc, mise en contexte terminée, on va retourner un peu plus petit avec les établissements de santé. Donc, à travers tout ça, bien, on a certains objectifs pour répondre à certains de ces enjeux-là que je vous ai présentés très rapidement, dont, entre autres, le fait qu'on nous demande pour 2028 que 50% des acquisitions qu'on fait dans les établissements de santé aient au moins un critère de développement durable. 50% de tous ces achats-là, c'est vraiment beaucoup. C'est assez pour transformer une bonne partie de l'économie québécoise et c'est assez complexe à faire, mais c'est ce qui nous est demandé. De l'autre côté, parce que l'approvisionnement aussi, c'est aussi le cycle des ressources, il faut les jeter ou faire quelque chose avec. Donc, au Sud-Centre-Sud, on l'a vu plus tôt, c'est des chiffres similaires à ce qui était présenté dans d'autres établissements. 80% des déchets se retrouvent à l'enfouissement. Puis, là-dessus, ça serait 26% qui devraient se retrouver là si on enlève les culottes d'incontinence environ. Donc, aussi, au niveau de la chaîne complète, on a un travail à faire. C'est pour ça qu'en approvisionnement responsable, on va, entre autres, intégrer les 3 RV, réduction, réemploi, recyclage, compostage et valorisation des matières, pour aussi intégrer ce genre de concept-là, l'économie circulaire, où est-ce que tout va être réfléchi pour qu'on réduise le plus possible notre consommation à la base, mais aussi le nombre de déchets à la fin, puis que le plus possible de ressources soient réutilisées. C'est super parce que c'est en lien direct avec la loi sur la santé et les services sociaux, parce que cette loi-là demande aux établissements de santé ils doivent gérer avec efficacité et efficience leurs ressources humaines, matérielles, informationnelles, technologiques et financières, dans le but d'agir sur les déterminants de la santé et les déterminants sociaux et d'améliorer l'offre de services. Donc, la gestion des ressources, pas seulement les pratiques cliniques, devrait, selon la loi, être travaillée de cette façon-là. C'est notre mission, selon la loi, qui nous régit. Bon, on va rentrer un peu plus petit encore. Donc, on va en entonnoir dans le système. Si on prend le Sud-Centre-Sud, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire 22 000 gestionnaires employés. Au début, un service d'approvisionnement qui va faire l'approvisionnement pour toutes ces personnes-là, d'une vingtaine de directions qui ont toutes leurs opérations, chacune, puis qui ne se parlent pas nécessairement, ou peu. Et à la fin, on a un service qui va faire la gestion des matières résiduelles pour tout ça. Donc, c'est comme si une ville de la grosseur environ de Saint-Lambert devait fonctionner de cette manière-là. C'est quand même assez intense, et surtout si on se dit que ça fonctionne souvent comme ça. C'est en silo. Donc, chaque budget, chaque opération, chaque processus n'est pas nécessairement réfléchi en système, mais plus le triangle, le rectangle, chacun de leur côté. Donc, ça va être un petit peu difficile de transformer ça en ça. Donc, comment faire ça? Comment faire face à toute cette complexité-là? Bien, en réfléchissant de manière systémique, en fait. En voyant que dans un système, les choses qui ont le plus d'impact sur lesquelles travailler, c'est sur les échanges de ressources, les échanges d'informations, les échanges de pratiques et de comportements, les relations dans le système et non les composantes du système. Si on fait seulement travailler sur des solutions qui sont focusées, par exemple, sur la gestion des matières, toutes les autres relations dans le système autour risquent de faire que nos solutions vont être caduques, finalement. Ça arrive souvent, en fait. Donc, c'est un peu comme si on regardait une fourmi, puis on voulait transformer le fonctionnement de la fourmilière en se basant sur l'étude d'une fourmi. Donc, finalement, il faut transformer notre perception. C'est quoi les solutions qu'on va trouver pour trouver des solutions qui vont être plus systémiques, donc plus multidimensionnelles, qui intègrent des perspectives, des opinions multiples, qui ne sont pas fixes et uniques, mais qui sont dynamiques et ouvertes en transformation constante,
qui sont transversales, donc pas gérées en silo, puis qui travaillent sur les connexions et les interdépendances dans le système. Ça nous amène à changer de paradigme, changer notre regard, prendre le temps d'observer le système aussi, de travailler en groupe, puis peut-être de se rendre compte que dans la nature, au moins, du moins, on fait partie de la nature, hein, on n'est pas séparés, à moins que vous pouvez me contredire là-dessus, mais je pense que c'est plus ça qui se passe. Dans la nature, l'harmonie et le chaos, ce n'est pas la même chose que ce que nous, on conçoit comme l'étant. Donc, on pourrait peut-être se baser sur des systèmes de gestion qui prennent en compte ce genre de processus-là, comme par exemple la gestion intégrée de l'eau, où est-ce qu'on va se baser sur un bassin versant ou une rivière, et tous les parties prenantes autour vont se parler, vont discuter en système pour se coordonner et voir à la durabilité et à répondre à la mission qui est des fois même la régénération de cette ressource-là. Alors pourquoi pas voir à une gestion intégrée des ressources qui part de l'approvisionnement et même peut-être avant avec les fournisseurs et qui se rend jusqu'à la gestion des matières usuelles et où les opérations, l'approvisionnement, tout le monde se parle, tout le monde se montre ses budgets au moins partiellement aussi et on est capable de discuter ensemble comme une grande organisation pour créer un système où on travaille sur les relations, sur l'échange de ressources et sur le changement de pratique. Donc, pour créer finalement des solutions qui s'enlignent un peu plus vers ça. Alors, ça amène aussi à réfléchir notre système de différentes manières au niveau des relations. Hein. On a l'organigramme qui fait la structure hiérarchique qu'il faut prendre en compte, mais il y a aussi le réseau social réel, comment il fonctionne, l'analyser, le comprendre, puis travailler avec lui pour en fait trouver les freins à l'intérieur de ce système-là, puis réussir à améliorer, optimiser nos opérations et le travail qu'on fait, donc voir aussi en système les organisations dans lesquelles on travaille. Puis, avec le parcours, c'est un peu pour ça que j'étais là aujourd'hui. C'est une des choses que j'amène les gens à, tranquillement, avoir des outils pour réfléchir à ça, finalement. Qu'est-ce que c'est un éco-soignante? Un éco-soignant, en fait, ça sort l'idée que c'est les cliniciennes seulement qui sont soignants. En fait, toute personne, éco, c'est maison en grec. Soignant, c'est aversogne en vieux français, ça veut dire se soucier de. Donc, toute personne qui se soucie de la maison, se soucie par exemple du CIUS Centre-Sud ou de soigner les territoires, les Montréalais, Montréalaises. Donc, autant la personne qui passe la MOP, la personne qui fait la comptabilité, l'approvisionnement, tout le monde finalement sont des éco-soignants, dépendamment de la façon qu'on perçoit les choses. Et selon la loi, en fait, tout le monde devrait être un éco-soignant et une éco-soignante. Donc, les objectifs de la formation, c'est justement de sensibiliser sur les crises, amener ces outils-là aux gestionnaires pour pouvoir tranquillement transformer possiblement la culture en répondant finalement à la loi de la santé et des services sociaux par des solutions plus systémiques qui seraient intégrées possiblement. Là, c'est pas fait, je ne parle pas de choses qu'on fait au CIUS Centre-Sud, là, je vous amène des idées de réflexion possibles qui viennent du parcours et de ce que j'essaie d'amener à travers ce parcours-là. Donc, une création d'une gestion intégrée des ressources qui va permettre possiblement justement de se rendre à des chiffres aussi élevés que 50% des achats, soit des achats qui sont locaux, éco-responsables, biologiques, d'économie circulaire, etc., etc. Donc, voilà. Merci. Merci, Guillaume. C'est rassurant de savoir qu'il y a des gens dans le réseau qui ont le temps de se pencher sur ces questions-là, de développer des outils. Donc, on te remercie. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui aimeraient souligner quelque chose de la présentation de Guillaume? Bien, moi, de mon côté, je suis la formation. J'ai le bonheur de suivre la formation éco-soignant, la deuxième cohorte. Une seule formation que j'ai eue jusqu'à présent, je suis complètement impressionné du travail de Guillaume, puis je constate qu'on est à un point de rupture où on s'en va vers un point de rupture et il manque des ressources ou éventuellement il va manquer beaucoup de ressources naturelles, mais aussi, comme mentionné par Céline Douranos, il y a beaucoup de problèmes de changement climatique. Donc, tout ça mène à des décisions qui doivent être prises au niveau de l'approvisionnement, notamment au niveau de l'approvisionnement responsable. Oui, Janie? Moi, je n'avais pas vu ta présentation, puis je suis vraiment très heureuse de voir ça.
parce que ça me réconcilie avec le réseau de la santé. On va pouvoir parler de certaines choses tantôt, mais moi, j'ai acheté une entreprise parce qu'elle faisait de l'économie circulaire en ayant lu tous les papiers que le gouvernement a écrits sur ses politiques en me disant « Wow, hey, moi, j'ai trouvé le jackpot ». Mais c'est pas ça qui est arrivé pantoute. Donc, je suis contente de voir qu'on est là. On n'est pas là. Non, non, mais on est là, on en parle. On en parle. On en parle, déjà qu'on en parle. Donc, je voulais te dire merci parce que ça met la table, mais d'une façon incroyable pour le panel. Merci beaucoup. Merci, Janie. Juste Antonin, puis ensuite François. Bien, je pense que la présentation qu'on vient de voir démontre la complexité de tous ces systèmes-là, puis peut-être l'importance d'agir un petit changement à la fois et l'accumulation de tous ces petits changements-là pour arriver à faire un grand changement significatif. Moi, c'est ce que je retiens de ta présentation, Guillaume. Tout à fait. Puis, comme toi, je n'avais pas vu la présentation, là, très intéressante, puis même que ça brûlait un punch pour moi à la fin de la présentation, mais c'est pas grave parce que c'est les silos. C'est justement, tout le système est fait en silos, puis il faut trouver une façon de changer ces mécanismes-là pour arriver avec, on en parlera plus tard aussi, mais tout ce qui est sur l'acquisition basée sur la valeur. Quand ça a un impact sur un silo et un autre, des fois, c'est plus négatif, il faut y penser. Tout à fait. Merci pour vos points. Je tiens à souligner aussi que nous brisons les silos aujourd'hui même parce qu'on rassemble à la fois acheteurs et fournisseurs et centrales d'achat sur un même panel. Donc, on est déjà en train d'appliquer cette réflexion systémique un peu en amont là, du processus. Donc, voilà, je vous souhaite un bon panel, tout le monde. D'abord, j'aimerais ça, je vais déjà off-script, mais il est 3h40, donc public, pardon. Est-ce que quelqu'un serait capable de deviner combien le réseau de la santé et des services sociaux a dépensé en contrat d'approvisionnement de services et de travaux de construction l'année dernière? 56 millions. On a 56 millions? Est-ce que j'aurais un autre chiffre? 5 milliards? Alors, 5 milliards, c'était le plus proche qu'on a entendu. Donc, c'était 4,6 milliards pour l'exercice de 2022-2023. Donc, ce sont les statistiques du secrétariat du Conseil du Trésor, si jamais vous voulez les consulter. J'ouvrirai la conversation avec Stéphane Ducius. Justement, ces 4,6 milliards-là, ils vont où? On achète quoi? Et d'où émerge finalement dans un établissement de santé ce besoin-là à l'origine du processus d'approvisionnement? Au niveau du CIUS Centre-Sud, c'est environ 300 millions qu'on acquiert. On acquiert toutes sortes de choses, évidemment. On est un grand établissement avec 150 installations qui sont situées partout sur l'île de Montréal. Il y a 3 hôpitaux. Il y a l'hôpital Le Verdun, l'hôpital Notre-Dame, mais aussi un don du CHUM qui nous a donné l'Hôtel-Dieu de Montréal, qu'on a acquis au 1er avril 2024, qu'on essaie de s'occuper du mieux qu'on peut. Donc, les besoins émergent de partout. Donc, on achète des biens pour le milieu opératoire, dans les laboratoires, on fait de la construction, on achète aussi des biens informatiques, des systèmes informatiques. Donc, les besoins pour pouvoir faire fonctionner un établissement aussi grand que le CIUS émergent des 22 000 employés que Guillaume a mentionné. Puis une des problématiques que je remarque en travaillant au niveau de l'approvisionnement, c'est que au niveau de nos employés de l'approvisionnement, c'est difficile de bien comprendre quels sont les besoins des requérants pour pouvoir traduire les besoins en spécifications en devis technique. Puis aussi, pour pouvoir faire de l'approvisionnement responsable, on a besoin d'améliorer la communication et la sensibilisation de nos requérants pour qu'ils puissent connaître c'est quoi de l'approvisionnement responsable et d'avoir des indicateurs d'approvisionnement dans les spécifications et les devis techniques qui nous sont proposés. Donc, c'est un défi qui est quand même assez important avec 22 000 employés. On a commencé avec nos employés. On les obligeait à faire la formation de l'ENA, que peut-être que vous connaissez, l'approvisionnement responsable
2 à 5, ça fonctionne bien, mais là, maintenant, il faut intéresser nos requérants pour qu'ils puissent faire cette formation-là, mais aussi de leur donner des outils pour qu'ils puissent inscrire en amont des spécifications dans tous les besoins qu'on doit acquérir. Merci, ça donne un bon aperçu de la complexité. François, vous êtes à une échelle différente, vous êtes du Centre d'acquisition gouvernementale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu que fait le CAG pour le réseau de la santé et comment vous faites, vous, pour condenser cette multiplicité de besoins qui peuvent venir de différentes sources? Oui, bien, en fait, c'est ça. Le Centre des acquisitions gouvernementales s'occupe de l'acquisition de plusieurs biens et services en santé, mais aussi d'autres ministères et organismes, dont particulièrement l'enseignement supérieur et l'éducation. Donc, c'est beaucoup des regroupements d'achats. Donc, il y a des regroupements qui ont été identifiés pour l'ensemble des établissements. Si on revient à la santé, on peut penser des gants, des équipements de laboratoire, etc. Là, il y a une bonne liste. Donc, nous, notre but, c'est justement d'identifier les besoins dans les différents établissements, de colliger toute cette information-là, aller faire des avis d'appel d'intérêt, connaître le marché, préparer les appels d'offres. Ça, il y a des équipes qui sont dédiées à ça au niveau des acquisitions. Puis si je fais le lien aussi, OK, mais pour ce qui est des acquisitions responsables, il y a une équipe qui a été créée au CAG qui date depuis 1 an et demi. On est une équipe là, de 5 personnes, dont 4 qui s'occupent là, beaucoup justement d'accompagnement auprès des acquisitions pour tout ce qui est de la notion de développement durable. Comment inclure le développement durable dans les acquisitions du gouvernement. Ça, je pourrais en parler un petit peu plus loin, là, justement, comment on travaille pour développer cette notion-là avec nos équipes. Excellent. Ça ne doit pas être une mince tâche là, de gérer tous ces besoins-là. Non, mais quand les comités, les gens sont quand même avec les besoins bien identifiés, mais je vais faire le lien avec ce que Stéphane disait, c'est que les gens qui sont sur la ligne comprennent bien les besoins, c'est ça tout le défi. Là. Excellent, merci. Donc, je vais me tourner un peu plus vers les fournisseurs. Janie, Antonin, je vais vous donner la parole dans cet ordre-là. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu qu'est-ce que votre entreprise offre au réseau de la santé, puis comment vous anticipez dans le temps l'évolution des besoins? Comment un fournisseur fait pour savoir finalement de quoi le réseau de la santé a besoin pour offrir des soins de qualité? Oui. Dans le fond, moi, je suis depuis 5 ans propriétaire de l'entreprise Chaptec, qui œuvre dans le domaine de la santé depuis 1996. Nous, on fabrique et on distribue des produits chimiques, donc toluène, xylène, alcool, formol, donc toutes des matières toxiques chimiques qu'on doit disposer avec plein d'emballages plastiques. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de vendre les produits dans les laboratoires de pathologie médicale. Et moi, pourquoi j'ai fait l'acquisition de cette entreprise? C'est parce que je trouvais, essentiel d'avoir des réactifs pour faire les diagnostics de cancer, mais 2, d'être en mesure de le faire en économie circulaire. Ça me fait triper bien raide. Donc, M. Chaput n'avait pas de relève. Il m'a convaincu, il m'a dit « Janie, la santé, c'est l'avenir. » Il voulait une relève, il voulait prendre sa retraite. Fait qu'il m'a bien convaincu. Donc, on a procédé à l'acquisition et tout ça. 6 mois avant une pandémie mondiale. Donc, ça a été vraiment... j'ai bien connu les appels d'offres et les contraintes d'avoir signé des ententes 1 an avant. Donc, sans blague, tout ça pour dire que nous, l'idée, c'est que, par exemple, on vend de l'alcool au département de laboratoire. L'alcool va être utilisé dans les analyses, va être mis de côté, envoyé à Hygiène Salubrité. Moi, gratuitement, c'est pour ça que ça marche, gratuitement, je ramène mon alcool chez nous et je la redistille et je la remets dans le circuit. Donc ça, on parle de vraie économie circulaire, réduction à la source. On ne parle pas de recycler ou de disposer, on parle de réemployer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais vous amener mes beaux contenants. Donc j'en ai plein comme ça, des contenants qu'on fait pas du recyclage, on réemploie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les 5 prochaines années, ce contenant-là du CHUM va revenir chez nous. Je vais mettre la même chose dedans. Je vais le retourner. Donc, c'est des millions et des millions de contenants qui ont été détournés des sites d'enfouissement. Donc, nous, c'est ce qu'on veut faire. On travaille actuellement sur un programme aussi pour pouvoir détoxifier le formol sur site. Mais tous les défis qu'on a, que je me rends compte, moi, je suis une fille très enthousiaste. Je vis dans mon monde de licorne que j'appelle tout le temps. Avec moi, je me dis, hey, mon idée est incroyable, ça ne marche pas. Et là, c'est les silos.
Ouais, mais t'es 5 000 trop cher au lab. Ouais, mais tu sauves 20 000 en hygiène de salubrité. Ah, ben c'est pas grave. On part avec l'autre. OK. Puis là, hygiène de salubrité, il ne sait pas. Il est en beau maudit après le lab parce que là, lui, il bosse son budget. Parce que j'ai vu vraiment des trucs assez hallucinants cette année. Mais c'est pour ça que je suis contente d'être ici parce qu'on va peut-être pouvoir en parler, justement, comment bâtir des appels d'offres qui vont permettre le développement durable et l'innovation sans nécessairement devenir fournisseur unique. Le défi est tout le temps là dans notre histoire depuis le début, sauf qu'en même temps, à un moment donné, il va falloir se dire, il va falloir faire le premier pas parce qu'on tourne en rond, parce que là, on finit par décourager ceux qui font... Moi, je le fais gratuitement depuis 15 ans. Ça marche, ce n'est pas des projets pilotes. Il y a plein de monde ici qui l'utilisent. Mais si mon compétiteur à côté, je l'ai appelé, moi, il n'a pas le goût de le faire. Ça ne lui donne rien. Il n'y a aucun intérêt à faire ça parce qu'il n'y a aucun incitatif. Comment on va y arriver? Fait que moi, c'est ce que je fais. Fait que ça pour dire qu'on trouve des façons innovantes de vendre la chimie que vous utilisez depuis 150 ans. Puis, parce que moi, je suis maman d'une petite fille de 8 ans, puis je veux pas qu'elle me regarde dans 10 ans en me disant « T'as tué la planète ». Je dis « Hey, j'ai recyclé mes contenants. » Je travaille pour ma... C'est ça. Merci, Janie. Antonin? Bien, pour commencer, le groupe Roche a été fondé en Suisse là, il y a 128 ans maintenant, qui est une entreprise à l'avant-garde de la recherche, développement, produits pharmaceutiques et diagnostiques. Du côté pharmaceutique, des traitements efficaces au niveau de l'oncologie, maladies rares, maladies infectieuses, pour en nommer là, que quelques-unes. Au niveau diagnostique, l'objectif, c'est d'équiper les professionnels de la santé avec des solutions, des outils d'aide à la décision qui permettent de poser vraiment le bon diagnostic au bon moment. Et étant une grande organisation, bien, pour l'identification des besoins, on a plusieurs équipes là, sur le terrain, que ce soit l'équipe commerciale qui ont des conversations plus promotionnelles, l'équipe médicale entretient des conversations plus scientifiques, accompagne les chercheurs dans leurs projets, et sans oublier tous nos techniciens sur la route qui installent, qui font l'entretien de nos équipements tous les jours, en installe les nouveaux. C'est toutes des sources d'informations puissantes là, pour voir où se dirige le marché, pour vraiment identifier les besoins. On répond aux demandes d'informations sur les SAO. On voit le plan d'acquisition gouvernemental qui est publié à chaque année. Donc, on a une bonne idée de où s'en va le marché, quel établissement change quel type d'équipement. Et moi, plus personnellement, bien, je m'intéresse aux publications de l'INES, aux veilles stratégiques sur les impacts environnementaux en santé et services sociaux. Tous les communiqués du ministère de la Santé permettent de voir bon, à court, moyen ou long terme où se dirigera le réseau et quels seront éventuellement les besoins. Donc, c'est toutes des sources là, pour arriver à cette identification du besoin qui est importante là, de part et d'autre, que ce soit du fournisseur ou du demandeur. Donc, excellent. Bien, ça nous met bien en contexte. J'aimerais ouvrir la discussion, donc participation volontaire, sur finalement comment on vient peut-être revoir nos habitudes dans le milieu de la santé. Parce qu'en approvisionnement responsable, on va dire que l'identification du besoin qui est à la source du processus, c'est le meilleur moment pour se remettre en question, pour influencer finalement tous les impacts jusqu'à la fin de vie du produit, du service ou même des soins si on les conçoit comme ça. Donc, comment on dialogue avec les requérants dans l'établissement de santé ou avec les établissements de santé, avec ses clients, avec ses fournisseurs pour changer les façons de faire puis intégrer des nouvelles solutions novatrices finalement dans le réseau? Oui, Jeanne. Je vais juste faire une parenthèse parce que le défi aussi est là, c'est que, mettons, moi, en tant que nouvelle personne dans le réseau, c'est que c'est pas simple. Parce que, par exemple, là, moi, mettons, je veux rencontrer mon client parce qu'elle a besoin de quelque chose. Fait que là, on jase, on trouve des nouvelles affaires qu'elle a besoin, puis tout ça. Mais en théorie, il faudrait que je passe par l'acheteur, qui, en théorie, ne veut pas me parler des fois parce qu'il est peut-être en appel d'offres, puis en théorie... Fait que, moi, ce que je rêve, là, pour vrai, là, ce serait... Puis moi, on a plein d'innovations, on a plein de choses qu'on aimerait présenter, mais on ne sait même plus à qui qu'on peut le donner. Mm-hmm. Parce que, comme je disais, des nouveaux... Tu sais, mettons, Roche, ça fait 128 ans qu'ils sont là, fait que c'est cool pour eux, ils savent par où aller. Mais moi puis ma collègue Marie, ça fait 5 ans qu'on est dans le réseau, on adore ça. Mais je me dis, puis ma compagnie, elle a quasiment 30 ans d'opération, on vend plein de monde. Fait qu'imaginez la personne qui veut innover, tu sais, pour vrai, là, qui veut cogner à la porte de cette grande... Je me dis, ce serait peut-être le fun que quelqu'un pense au parcours du combattant, du fournisseur, de dire,
comment je peux, moi, aller te présenter mon innovation sans te fatiguer, sans avoir de l'air la fatigante, dire hey, j'aimerais ça aller te voir pour te présenter. Ça serait vraiment, je crois, ça serait bénéfique pour tout le monde. Puis de créer justement un genre de, je sais pas, comité, on se voit une fois par année, on n'est pas obligé de se voir souvent, entre les requérants, les utilisateurs, les fournisseurs. Puis moi, je pourrais écouter vos besoins. J'ai une usine, j'ai du monde, j'ai des bras, je fabrique des affaires, je fabrique n'importe quoi. Mais c'est ça que je trouve qui est difficile pour moi de ce que mes 5 dernières années dans le réseau, c'est ce que je trouve difficile. Fait que j'imagine pour ceux qui ont le goût de commencer. Voilà. Oui, donc le dialogue entre acheteurs et fournisseurs, tout à fait. François? Oui, ben moi, ce que j'aimerais rajouter là-dessus, effectivement, je vois ça un peu comme le principe de la poule ou l'œuf, par où on se fait connaître. C'est sûr que quand il y a des appels d'offres, ben là, il y a des obligations qu'il faut respecter, mais en même temps, c'est à quel moment qu'on peut bien voir. Puis on est conscient de ça aussi au CAG, puis on est en train de réfléchir à avoir des occasions, des vitrines, pour pouvoir justement connaître qu'est-ce qui existe sur le marché au moment propice. Là, c'est sûr que tu ne fais pas ça quand tu es dans l'appel d'offres, mais faire des vitrines sur des regroupements d'achats particuliers, savoir qu'est-ce qui existe, puis ensuite réfléchir à ça. Donc ça, c'est une façon, mais il y a aussi la façon où nous, quand on a des gens sur le comité consultatif qui sont déjà sensibilisés à ça, puis même des fois convaincus, parce que sensibiliser, c'est une chose, convaincus, mais c'est très aidant parce que des fois, nous, on se fait approcher aux acquisitions, au développement durable, puis dire, bon, mais là, on aimerait ça qu'ils puissent faire telle chose, ça, mais parlez-en dans vos établissements, vérifiez c'est qui est sur le comité consultatif qui pourrait amener cette notion-là. Puis là, mais après, il faut s'assurer que ces gens-là, ce sont les bonnes personnes qui arrivent sur le comité consultatif. Puis je rajoute un autre point aussi, je te laisse la parole, c'est que nous, on fait l'accompagnement, puis il y a même dans certains cas qu'il y a un sous-comité en développement durable qui se crée. Donc, si il y a un enjeu particulier, une préoccupation que les gens veulent forer davantage, c'est une option possible. Il y avait Stéphane avant. Ah, vas-y. Merci. Moi, personnellement, je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire en tant qu'établissement de santé. Premièrement, on a perdu beaucoup de personnel, rotation de personnel, donc on a perdu de l'expertise, que ce soit au niveau du service de l'approvisionnement qui connaissait bien les produits, ou aussi au niveau des requérants, nécessairement, eux aussi, il y a eu de la rotation. Donc, personnellement, je crois qu'il faut améliorer la communication avec les fournisseurs. Depuis que je suis au CIUS Centre-Sud, ça fait environ 3-4 ans, je ne crois pas que j'ai rencontré un fournisseur depuis 3-4 ans. Puis on se retrouve plus souvent qu'autrement à devoir travailler sur des devis pour pouvoir publier des appels d'offres sans nécessairement connaître en amont quels sont les besoins puis quelles sont les innovations qui sont proposées par les fournisseurs. Donc, on doit assurément ajouter au niveau directionnel des rencontres avec les fournisseurs clés pour les connaître, puis ça va nous permettre par la suite d'être meilleurs pour identifier nos spécifications, d'avoir des meilleures personnes sur les tables de la CAG aussi. Merci. Guillaume? Moi, je retournerais aux présentations qu'on a eues au début, en fait, de la journée, entre autres celle de Patrick. Puis ce type de pratique-là, en fait, c'est de ça que je parlais dans la présentation, de s'assurer que les gens se rencontrent, se parlent et réfléchissent sur leurs activités, c'est quoi leur pratique, puis les transforment finalement. Ça, à l'interne, réussir à faire ça, je pense que c'est une première étape. Puis après ça, pourquoi pas le faire aussi avec l'externe pour adapter tout le processus finalement, puis que tout le monde puisse se parler un peu comme on disait là, mais pas seulement avec la pro, avec aussi les gens qui sont sur le terrain pour vraiment comprendre c'est quoi leurs besoins. Puis d'une façon ou d'une autre, tu sais, ça peut paraître un peu utopique, dans un certain sens, de dire oui, faisons ça, ou très, très compliqué. Mais de l'autre côté, présentement, on a de moins en moins de pétrole, on va avoir de moins en moins de capacité d'import-export. Dans les années à venir, il va falloir se baser sur l'économie qui est locale pour la majorité des choses qu'on va consommer, parce qu'on ne pourra pas consommer de choses provenant de l'international. Les imports-exports vont tranquillement réduire par le manque de gaz, le manque de pétrole, le manque de produits qui sont des ressources vitales au fonctionnement de nos sociétés.
Donc, tout ça, il faut aussi le réfléchir sur le long terme quand on parle pour dire, dans 10 ans, dans 15 ans, si même le gouvernement du Canada maintenant dit qu'un des risques les plus élevés, c'est qu'on n'ait plus les ressources vitales nécessaires au fonctionnement de nos sociétés, il faudrait commencer à réfléchir comme institution avec cette lunette-là aussi. Et ça, c'est une façon de le faire, de tout le monde se mettre ensemble puis de travailler conjointement pour voir c'est quoi les besoins puis adapter l'économie à ces besoins-là, adapter le marché à ces besoins-là. Voilà. Merci. Antonin? Bien, je rebondirais peut-être sur les propos de mes deux collègues aux approvisionnements. Je pense que dans un contexte formel d'appel d'offres, il fut une époque où les rencontres entre fournisseurs, comités consultatifs étaient peut-être plus fréquentes. Dépendamment des dossiers, les structures étaient plus petites. C'était peut-être plus facile à l'époque. Il y a aussi des possibilités dans notre secteur d'organiser des visites de laboratoire, par exemple, dans un contexte formel. Mais je pense que ultimement, puis pour rebondir sur les propos de Janie, il faut aller à l'extérieur. Nous, encore une fois, on a la chance d'être une grande organisation, d'avoir une couverture assez large au niveau de l'établissement, au niveau technique, au niveau médical, au niveau des laboratoires. On sort beaucoup dans les congrès des associations professionnelles, justement pour aller faire la promotion de ces solutions novatrices-là, parce que sinon, si on attendait les invitations, on attendrait peut-être plus longtemps qu'autrement. Moi, dans le fond, il y avait juste 2 petits commentaires que je voulais rajouter. Le premier, c'est que, justement, les comités consultatifs, je pense que c'est super important, mais de l'autre côté, maintenant, les appels d'offres sont tellement rendus grosses. Moi, c'était ma première appel d'offres. En 5 ans, j'ai fait un appel d'offres, puis c'était celle-là, puis on a pris tous les établissements du Québec au complet pour les 5 prochaines années, prix ferme. Puis ça a été vraiment un choc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que surtout au niveau de la consultation, comment qu'on va réussir à s'assurer que la personne en Abitibi versus la personne au CHUM versus la personne au lac, est-ce que vous réussissez comme à ratisser comme super large sur vos comités ou c'est à la discrétion des établissements qui ont le goût d'y aller? Comment qu'on fait pour être sûr que... Pour s'assurer qu'on a une représentativité, mais c'est sûr qu'il y a une façon de déterminer dans les territoires, là, d'avoir une parole qui n'est pas commune, là, parce que chacun peut avoir son point de vue, mais d'avoir le profil de tout le monde, puis dans tous ces différents regroupements-là, de dire, OK, on a notre parole là, qui est présente. Merci beaucoup. Alors, ça met la table. Je vous ramène à la cible là, de 50 % d'acquisition responsable d'ici 2028. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 50 % des contrats doivent cocher un critère de développement durable, environnemental, économique ou social d'ici 2028. Par rapport à ces objectifs de développement durable-là, risque ESG, ils portent différents noms. Comment vous les intégrez aux pratiques de vos organisations à date ou comment comptez-vous les intégrer si c'est seulement en balbutiement? Oui, vas-y, François. Je vais commencer. Tout part beaucoup de l'avis d'appel d'intérêt, de comprendre c'est quoi qui existe sur le marché. Donc, et on développe des questionnaires qui sont envoyés aux compagnies sur l'avis d'appel d'intérêt pour connaître leur approche en développement durable, puis de permettre justement de voir est-ce que leur orientation est plus basée sur leur engagement en tant que fournisseur, donc citoyen corporatif, ou est-ce que c'est plus, il y a des différenciations en termes de produits. Donc ça nous permet de vraiment avoir vraiment la vision de qu'est-ce qui existe sur le marché, puis pouvoir développer un appel d'offres qui va s'assurer de peut-être aller chercher ces possibilités-là, mais tout en s'assurant de ne pas restreindre le marché, qui est toujours notre objectif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour le public, ne pas restreindre le marché? C'est limité, c'est ça. Comme exemple, dire cette entreprise-là est intéressante, on va faire notre appel d'offres qui ressemble à ça, puis c'est la seule qui peut répondre en 30 secondes. Là, ouais. Ça serait ça. C'est donc dire... S'assurer qu'il y a une concurrence. C'est aligné pour que ce soit tel fournisseur qui puisse y répondre, puis ça semble manigancé. Donc, c'est d'éviter ça. Merci. Stéphane? Au niveau du CIUS, pour pouvoir intégrer des indicateurs socio-économiques, environnementaux, on essaie d'identifier des éléments de conformité auxquels les fournisseurs devraient être assujettis ou les produits devraient être assujettis ou devraient
suivre. Donc, normalement, on les ajoute directement dans nos critères de sélection pour pouvoir conclure des contrats. Donc, de cette manière-là, on est capable de cocher oui. Mais la difficulté que nous avons, ce n'est pas juste d'avoir 50% d'approvisionnement qui ont des indicateurs d'approvisionnement responsables, mais c'est surtout de bien choisir les dossiers sur lesquels on doit travailler, ceux qui ont plus d'impact. Je pense qu'il y a une urgence d'agir, c'est ça que je mentionnais tantôt, mais il faut choisir les bons dossiers, pas nécessairement de saupoudrer des éléments de conformité sur des dossiers qui ont moins de portée. Je voulais revenir sur le questionnaire que vous envoyez. Je pense que ça serait intéressant d'avoir un questionnaire qui est uniforme, qu'on pourra envoyer aux fournisseurs au niveau des établissements de santé. Comme ça de cette manière-là, je pense qu'on pourrait utiliser le même concept aussi au niveau du CIUS Centre-Sud et tous les établissements de santé et d'avoir un seul questionnaire uniforme que les fournisseurs pourraient répondre. Comme ça, les fournisseurs ne seront pas surpris quand ils vont recevoir des questionnaires des donneurs d'ordre. Et j'ajouterais, parce que c'est difficile de sensibiliser 22 000 personnes à faire des choix écologiques ou sociaux, mais dans le processus aussi, là, je ne sais pas s'il n'est pas intégré, c'est supposé être intégré dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Là. C'est fait? C'est là. C'est là. Donc, on a intégré, entre autres, dans nos requêtes. Donc, quand il y a une requête faite à l'approvisionnement, bien maintenant, les gens sont obligés de répondre si oui ou non. Ils répondent aux critères environnementaux. Donc, c'est intégré dans les processus déjà. Ils ne peuvent pas passer à côté de le faire. Donc, déjà, ça oblige à ce que ça soit intégré dans le processus, le fait de réfléchir à ça. Puis des fois, il y a peut-être aussi des gens qui le faisaient déjà, mais qu'on ne savait pas pour certains produits, Donc, ça va nous permettre aussi d'aller chercher cette information-là puis d'avoir vraiment une réelle vue de c'est quoi la situation présentement, là. Il y avait Antonin, puis Stéphane, puis François. Mais Janie, tu prends la parole quand tu veux. Bien, j'aime bien le point de Guillaume. Tu parles de 22 000 employés. Bon, Roche, c'est plus de 100 000 à travers le monde. Fait que je pense qu'il faut vraiment que ça fasse partie de la culture de l'organisation de tout à partout. Et chez nous, bien, Roche est détenu depuis le début et encore aujourd'hui en majorité par la famille Hoffmann-Laroche. Ça fait partie vraiment de l'ADN de l'organisation. Puis, notre mission qui est d'agir maintenant pour l'avenir des patients, bien, cette continuité-là dans le temps, elle est nécessaire. Puis l'objectif de ces générations-là, c'est de donner à la suivante une organisation qui est plus responsable que la précédente. Puis, juste pour vous donner vraiment cette ambition-là, puis vraiment la représenter, je vais vous lire une petite citation de Fritz, du petit-fils de Fritz Hoffmann-Laroche, qui est toujours sur le conseil d'administration de l'organisation, qui dit que pour que nos activités soient pérennes, chaque action dans laquelle nous nous engageons doit être définie en termes de durabilité. Donc, ça démontre vraiment dans quel esprit on œuvre chacun de nous tous là, chez Roche à tous les jours. Puis, depuis 15 ans, le Dow Jones Sustainability Index nous décerne parmi les 3 entreprises les plus durables en termes de durabilité économique, sociale et environnementale. Fait que ça démontre vraiment, je pense, l'engagement culturel. Donc, 22 000, 100 000 employés, il faut que ça fasse partie de la culture. Donc, les fournisseurs peuvent être des éco-soignants aussi, ça veut dire. Ça va nous faire un grand plaisir. Bien, dans le fond, je vais continuer sur cette même lignée-là. Donc, chez Aptech, on n'est vraiment pas 100 000 ni 22 000 personnes, par contre, mais on est des éco-soignants. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, au niveau de la culture d'entreprise, la première chose qui est importante, c'est de prendre soin de nous-mêmes, des gens chez nous. Donc, avec les meilleures conditions de travail possibles, avec tout ce qui vient avec tous les trucs. Mais l'idée aussi, c'est de, justement, s'assurer de garder en tête dans nos politiques d'achat. Parce que moi, oui, j'aime bien dire, oui, on donne de l'argent pour les paniers de ci, de ça. Oui, on est impliqué dans notre communauté, mais ça ne fait pas moins de plastique, ça ne fait pas moins de pétrole, ça fait pas... Moi, c'est ça qui m'intéresse. T'achètes où? Idéalement, Marie, c'est elle qui est le acheteur chez nous, mais elle achète proche. Fait que tout est à peu près à 50 km de chez nous. Les boîtes, le plastique, les cartons, les machins, c'est ça qu'on veut. Et on a même fait j'ai fait
un pari qui n'a pas marché, mais je tiens que ça a marché pareil. J'ai décidé de changer. On parlait tantôt d'exportation. Puis moi, ça m'écœurait d'acheter des petits pots de la Chine, mes pots de prélèvement, mais on fait plein de pots de prélèvement pour le formol. Fait que j'ai dit, là, 1 an, on achète ça à Belleuil, chez Saint-Port, on fabrique ça local, on est chez nous, nanana, mais ça coûte plus cher. Fait qu'on ne l'a pas eu à l'appel d'offres. Ben, pas grave, on en vend ailleurs, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de dire c'est le plus bas, c'est le moins cher. OK, hey, ouais, mais j'ai sauvé 200, la jette en Chine, mais là, ouais, mais c'est quoi mon impact? Puis c'est ça qui est le fun. Moi, j'ai la chance, c'est ma compagnie, je suis propriétaire de. Fait que si je décide je le fais, ben je le fais. Est-ce que c'est un mauvais move d'affaires? Peut-être, mais moi, je pense que c'est un bon move à long terme. Fait qu'on va le faire pareil. Mais je sais que ça, on ne pourra pas le trouver dans les appels d'offres et tout parce que c'est contraire. On est loin, loin de ce qu'on cherche. Mais il y a ça aussi, la disponibilité, le risque de backorder. Moi, mon container, il ne vient pas de la Chine. Là. Il y a juste peut-être si le tunnel bloque 4 jours, là, je suis dans la marde. Là. Mais sinon, tu sais, on peut s'arranger. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tout ce paradigme-là. Puis moi, je crois beaucoup, puis c'est pour ça que je suis en business, puis je suis en affaires avec mon père dans une autre compagnie. C'est de dire chaque individu peut faire des changements, peut avoir un impact dans son environnement, dans la société. Moi, je le fais en étant propriétaire de compagnie de produits chimiques, puis en prenant des choix qui, des fois, ne fitent pas tout de suite avec le marché, mais qui va avoir un impact plus tard. Puis moi, je fais ce gamble-là, puis je suis contente qu'il y ait des gens, puis les gens de la famille Roche ils ont dû faire 1 million de gambles dans leurs 180 dernières années. Mais je pense que ça, c'est important. Puis quand on parle de culture, bien, c'est ça. Nous, on n'a peut-être pas l'indice de je sais pas quoi de la bourse et tout, mais dans notre quotidien, dans notre day-to-day, que ce soit avec tous nos gens, c'est ce qu'on essaie de faire, d'y aller selon la logique d'être des éco-soignants, de dire, moi, c'est bon ça ou c'est pas bon? Puis on essaie de faire bon. Merci. François, Stéphane, vous vouliez ajouter quelque chose, non, François? Moi, je voudrais juste revenir quand tu mentionnais, Stéphane, sur demander des preuves, des exigences. Là, c'est ça. Puis l'importance de la robustesse de ce qu'on demande, parce que ça serait facile de dire oui, on est telle entreprise, on se commet, mais on a besoin de preuves là, pour appuyer justement que c'est démontrable qu'ils font ce comportement-là. C'est des exemples, c'est soit des certifications ISO, il y a aussi des codes. On avait l'exemple pour un produit, c'était le programme d'éco-conduite. Donc, s'assurer qu'on est dans un programme d'éco-conduite, avoir les preuves avec ça. Puis l'autre élément, c'est le guide, pas le guide, mais le code de conduite et d'éthique des fournisseurs que nous, on est en train de préparer. Puis prochainement, là, c'est quelque chose qu'on va commencer à émettre, de répondre à ce code de conduite-là. Donc, ça, c'est des choses qui s'en viennent là, à moyen terme. Je vais introduire la prochaine question, mais on reste sur le même sujet, si tu veux, Guillaume. Dans le fond, ça m'amène tout à fait à parler de, justement, c'est quoi les genres d'exigences, là? Comment on peut venir valoriser un fournisseur qui a investi dans l'amélioration de ses pratiques, dans l'amélioration de ses produits, même si, comme le souligne Janie, des fois, ça peut amener un surcoût, des fois, ça peut amener des économies de coûts à long terme. C'est quoi les différents mécanismes qui sont accessibles là, pour ça? Puis les fournisseurs, bien, vous pouvez répondre de votre côté, peut-être comment actuellement on valorise ou on ne valorise pas ça dans les appels d'offres et autres. Un des moyens en tant que donneur d'ordre, c'est d'offrir une marge préférentielle au cas par cas, selon le type d'acquisition qui doit être effectué. Donc, le pourcentage maximum qu'on peut donner en tant que marge préférentielle, c'est 10 donc, c'est une des façons dont on peut le valoriser. Mais je pense que c'est peut-être un peu réducteur dans le sens qu'il faut plus valoriser les initiatives des entreprises, puis il faut engager un dialogue pour que les entreprises soient au courant de nos enjeux au niveau des établissements. Puis de cette façon-là, je pense que les entreprises vont pouvoir aussi s'ajuster et éventuellement que ça puisse devenir possiblement des spécifications dans le cadre de nos appels d'offres.
Effectivement, la marge préférentielle qui a été mise dans la LCOP est un levier qui est quand même relativement nouveau, donc il amène beaucoup d'interrogations aussi. Nous, on commence à l'appliquer. Puis, on a bien mentionné que c'est jusqu'à 10 %. Puis, on ramène l'éléphant dans la pièce, qui sont les budgets. Donc, souvent, c'est quand on parle de... Là, et là, il y a toute une... Ça ne veut pas dire nécessairement que les gens vont nécessairement payer plus cher, mais il y a toute cette inquiétude-là qui arrive quand on aborde le sujet avec des comités utilisateurs ou même des comités de finances dans les hôpitaux. Vous le savez, là, il y a des restrictions budgétaires. Donc, mais nous, on se soucie quand même d'essayer de pouvoir les mettre parce que ça peut être gagnant aussi là, pour le système et l'environnement. L'autre élément, c'est la qualité aussi, des fois d'identifier des caractéristiques qui sont dans la qualité des exigences qu'on va mettre, de dire on va exiger, mais encore là, tout en s'assurant qu'on ne limite pas le marché. Et là, je reviens avec ce que Jeannie disait, effectivement, quand c'est le premier, toujours un peu l'impasse, je suis le premier, mais là, je suis isolé. Là. Exact. Donner un énorme appel d'offres à un fournisseur qui propose un produit innovant, avec une certaine lunette, ça pourrait avoir l'air d'une forme de collusion. Collusion, ou oui, de voir, ça peut être avantageux, ou ensuite de ça, prouvez-nous aussi que ça va bien. Parce qu'il y a tout le phénomène de basé sur la valeur. Si le coût total, pas le coût total, basé sur la valeur, parce qu'on parle souvent de l'acquisition basée sur la valeur, du coût total, c'est tous des mots, puis on a chacun notre, je pense que chaque personne donnerait une définition peut-être différente. Donc, c'est là qu'on revient au fameux silo, de dire, si on peut démontrer que, bon, on va réduire à telle étape dans l'hôpital, on réduit le coût là pour cette acquisition-là, ou on l'augmente. On l'augmente, on assume, on va payer 10 000 $ de plus pour le bloc opératoire, l'intervention, nous, ce qu'on fait comme acquisition. Mais ce qu'on sait plus loin, eux autres, ils vont faire des économies. Mais actuellement, ça ne joue pas dans le sens. Eux, ils n'ont pas intérêt actuellement parce qu'eux autres, leur budget, c'est ça que j'ai comme budget. Je ne peux pas le dépasser. Là. Je ne peux pas, juste pas le dépasser. Moi, ma reddition de compte est là-dessus. Puis à l'inverse, Jeannie, tu donnais un exemple, l'autre qui sort de ses gonds parce que là, il y a eu une acquisition qui a été faite, mais qu'elle la pénalise dans son coût, mais dans l'acquisition totale, ben là, c'est avantageux pour l'établissement. Parce que moi, comme je disais, je ne connais pas tous les départements. Moi, je connais mon petit département qui est mon laboratoire puis mon hygiène de salubrité. Puis le défi qu'on a, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a est-ce que moi, j'ai vécu, mettons, dans ma vie des... comment tu as dit ça? Ben, des avantages ou à le faire? La réponse est non. Il n'y en a pas. C'est clair. Il n'y en a pas. Non, sauf que ça dépend. Il n'y en a pas pour l'appel d'offres global, mais il y en a pour l'environnement, il y en a pour le... Tu sais, parce que pour moi, puis je vous aime beaucoup toutes les gangs, là, mais pour moi, il y a deux mondes actuellement avec lesquels je vais transiger. Il va y avoir les contrats, les appels d'offres, puis il y a mes utilisateurs. Puis mes utilisateurs, pour moi, c'est ça qui me brise le cœur. Puis je suis pas habituée. Moi, je viens du monde privé. Mes clients, c'est tout je leur fais attention. Ils n'ont jamais de backorder. Je sais que je vais les mettre dans le chenoute. Je vais livrer du stock dans mon auto s'ils ont besoin. On est conçu comme ça. Puis quand je suis arrivée dans le milieu de la santé puis que j'ai vu dans quel état que les gens doivent malheureusement travailler sous pression, manque de stock, backorder, sont dans le chenoute, ça n'arrête pas. C'est comme un tourbillon incessant de la vie. Je fais « wow, OK, tu sais, là, on parle de prix, mais il y a l'humain aussi qui a un prix énorme. Tu sais, les gens, ils sont en arrêt de travail, je ne sais pas combien de temps, puis tout ça, puis là, vous leur mettez des fois, pour sauver 2 piastres, un fournisseur pas trop fiable, puis là, elle a peur de perdre son lab, puis là, elle va peut-être fermer la salle d'op, puis là, elle est stressée au bout, puis là... Je sais pas. Je sais pas. Mais je sais pas comment le calculer, ça se calcule pas, mais... Oui, Antoine, allez-y, j'ai rien d'autre à rajouter. Ouais. En fait je voulais juste faire rebondir là-dessus. En fait, quand on parle même de loi, il y a la loi sur la santé et les services publics, sociaux, puis la loi des marchés publics. Puis dans cette situation-là, c'est laquelle qui prévaut? C'est laquelle qui est la plus importante? C'est une question qu'il faut qu'on se pose socialement. Parce que finalement, peut-être que de gérer avec efficience et efficacité nos ressources pour améliorer les déterminants de la santé, les déterminants sociaux,
la qualité de vie des patients, c'est plus important qu'une marge préférentielle. Mais là, après, c'est pas moi ou nous qui avons le contrôle là-dessus, mais c'est quand même une réflexion à avoir comme réseau. Tout à fait. Mais il y a quand même les mécanismes qui sont en place. Si on regarde, le Trésor a doté les organismes publics de mécanismes, la stratégie gouvernementale des marchés publics, on parlait de la marge préférentielle. C'est vrai qu'actuellement, ce qu'on voit, les clauses sont peu contraignantes ou pas contraignantes. Est-ce que vous avez une politique de développement durable? Oui, non. On répond oui, mais à part ça, on continue à offrir nos services, nos produits avec des plus-values environnementales au même prix, parce que c'est notre objectif de faire bénéficier ces produits-là aux clients, aux patients, ultimement. Mais je voulais rebondir sur le coût total d'acquisition. Il y a des marchés, le Danemark, pour ne pas le nommer, lorsqu'ils lancent un appel d'offres pour faire l'acquisition d'équipements de laboratoire, ils vont inclure le coût d'utilisation en électricité. Donc, si tu as une technologie qui est 60% plus performante que ton compétiteur, ben, c'est intéressant. C'est un coût total, ça a une portée environnementale qui est puissante. Puis au final, ben, ça ne coûte pas plus cher pour le système d'avoir cette technologie-là. Ça coûte même moins cher en termes de coûts totaux. Donc, je pense que les balises sont là, les mécanismes sont là, puis il faut les prendre et prendre la balle au bon. Tout à fait. Il y avait Stéphane. Bien, rapidement, effectivement, le coût total d'acquisition n'est pas suffisamment utilisé dans les établissements de santé, très peu utilisé. Dernièrement, au CIUS Centre-Sud, on l'a utilisé pour l'acquisition d'un système. On a beaucoup de difficultés à élaborer les spécifications et à conclure, à établir la conformité, à établir les coûts supplémentaires d'un fournisseur au détriment d'un autre à cause de leur innovation. Moi, je pense qu'il faut l'utiliser pour les bons dossiers, les dossiers qui sont porteurs en environnement ou des dossiers qui sont porteurs socialement. Mais il faut le faire. Il faut le faire de plus en plus. Puis, de cette façon-là, on va s'améliorer puis être en mesure d'en faire pour des dossiers plus complexes. Tout à fait. François? Je voulais juste revenir sur le fait de non contraignant que tu mentionnais, Antonin. C'est des discussions qu'on a eues, c'est justement de notre côté aussi. Mais quand on disait qu'on veut avoir des preuves robustes ou un engagement, c'est justement des notions pour nous. C'est pas juste de cocher au CAG, là. Il faut pouvoir le démontrer. Puis même des fois, il y a eu des discussions, on va demander pour durant le contrat qui arrive. On veut éviter d'aller là, parce que justement, comment on gère ça, là, la fameuse question de gestion de risque, là, comment on gère ça? Si on était un seul établissement, nous, à l'adresse X, c'est une chose, mais partout, les établissements, de s'assurer que c'est respecté, c'est une autre. Là. Puis, je voulais juste rajouter une autre affaire, encore, c'est mon expérience, là, mais, tu sais, mettons, comme là, on a eu un méga appel d'offres qui avait tous les établissements de santé avec ça. Là-dedans, moi, mettons, avec mon programme, on est très spécifique de ma vie, là. Avec mon programme de réemploi de mes contenants, j'avais 20 établissements qui le faisaient. Puis, de ces établissements-là, j'en ai 7 qui sont les plus gros, comme le CHUM, Québec, une couple de places, Sherbrooke, qui, eux, me retournent leur solvant usé, donc ils économisent 2,50 $ du litre en solvant, plus ils ne disposent pas de toutes ces affaires de matière plastique-là. Le défi qu'on a, puis là, c'est pour réfléchir pour l'avenir, c'est de se dire, on fait un appel d'offres qui est super global, mais que ce ne sera pas applicable partout, parce qu'il y a des endroits qui ne le feront jamais, ils n'ont pas de place, ils n'ont pas... Puis c'est correct. Donc, de quelle façon est-ce qu'on fait des genres de lots? Est-ce qu'on est capable d'avoir 2 types de produits? Est-ce qu'on est ouvert à ça? Ça doit revenir au comité consultatif, j'imagine, du début, qui là... Mais c'est ce bout-là que quand j'ai vu que ça allait devenir aussi gros, les appels d'offres, je me dis, wow, comment... Puis on ne peut plus gérer par établissement, puis je le comprends, mais comment on va réussir à faire ça quand tous les établissements sont différents? Des grandes questions. Ben, on est là pour des grandes choses. Tout à fait, tout à fait. Avant d'ouvrir pour la période de questions au public, j'aimerais vous inviter à conclure peut-être avec comment vous imagineriez la situation idéale pour l'approvisionnement en santé si vous aviez à miser sur un élément. Là. Ben, je commencerai, parce que comme je disais, tu as amené mon punch de la fin, mais c'est ça la réalité, puis c'est très bien que tu l'as amené en début.
c'est de réussir à décloisonner ces éléments-là pour justement, quand il y a des fournisseurs, comme on entend ici, qu'on puisse les travailler, réfléchir à comment ils peuvent vraiment rentrer dans le système, puis que ce soit, au bout du compte, l'établissement au complet qui est gagnant. Puis là, quand on dit établissement, bien, c'est la personne qui est soignée aussi, là, donc la population complète. Guillaume? Je dirais, en fait, ce que j'amènerais, c'est le fait que tout le monde a un peu l'impression de se trouver devant un Goliath, puis de ne pas pouvoir agir devant toutes les crises, l'état des choses présentement. Puis ce budget-là de la santé est un levier de transformation économique, puis de transformation de société qui est majeur. Donc, pour moi, c'est comme un levier pour vraiment transformer notre société, puis l'amener vers une économie qui est vraiment plus sociale, plus écologique, voire même peut-être régénératrice. Donc, voilà. Merci. Johnny? Moi, je voterais pour que Guillaume devienne ministre de quelque chose. C'est vraiment bon. Ce serait ça la J'adore. situation Ouais, idéale. la situation idéale, ce serait lui ministre de quelque chose qui peut implanter tout ça un peu partout, puis qu'on ramène l'humain au centre des décisions. Parce que moi, comme je te dis, ça fait pas longtemps que je suis là, mais toutes les conversations que j'ai eues avec des gestionnaires de laboratoire, avec les gestionnaires d'hygiène de salubrité, c'est des gens incroyablement compétents, avec toutes sortes de solutions et tout. Mettons mon monde utopique. Je ne dis pas que ça va arriver, mais utopique, on ferait encore des appels d'offres du CAG, mais ça deviendrait un genre de timeline. Tu sais, ça deviendrait, mettons, un frame de dire ça, là, c'est le prix du marché. Fait que si tu vends 2 fois le prix, ben le gestionnaire va te dire hey, regarde, je l'ai moins cher. Mais je ne sais pas jusqu'où ça va être d'imposer toujours une solution unique à tout le monde. Mais en même temps, 22 000, 100 000, 150 000 personnes, il faut que tu les gères. Je comprends ça. Mais je ne sais pas où on va pouvoir se retrouver un moment donné dans un monde plus inclusif de compétences, puis de peut-être pour qu'il y ait moins de burn-out, bien, reconnaître un peu plus les compétences des gens qui ne sont pas là pour avoir les mains liées tout le temps. Tu sais. Ça, c'est mon rêve. Puis bien sûr, bien, vendre des produits partout. Là. Ça aussi. Merci. Antonin? Bien, je me baserais sur l'expérience d'aujourd'hui, que ce soit dans la salle ou à l'avant. Puis je modifierais un peu notre mission. Puis je dirais agir maintenant, mais ensemble. On a des fournisseurs, on a des organismes publics pour l'avenir des patients. Puis l'objectif, c'est ça. Là, on est ici pour ça. Puis dans un monde de licorne, pour reprendre l'expression de Janie, de voir les critères en développement durable devenir des critères de conformité, non pas que des critères de qualité. Je pense que ce sera un souhait noble. Puis, pour finir sur une belle phrase, je pense que de s'occuper de la santé de la planète, bien, c'est un peu s'occuper de la santé des populations de demain. Donc, je pense que c'est là qu'il faut aller, puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Merci. Stéphane, il restait un dernier. Moi, je pense qu'il faut réduire les tâches administratives qu'on fait au niveau de l'approvisionnement pour pouvoir se concentrer sur les acquisitions qu'on doit faire, améliorer des relations avec les fournisseurs. On a beaucoup de redditions de comptes à faire au secrétariat du Conseil du Trésor et à différentes instances. Il faut réduire cette emprise-là pour qu'on puisse se concentrer sur qu'est-ce qu'on aime faire, c'est-à-dire l'approvisionnement et de l'approvisionnement responsable. Merci beaucoup. Alors, on a 2 micros dans la salle. Je vous invite, en commençant par ma droite. Oh là là! Je vais aller vite. Ça se bouscule au portillon. Je vais aller vite. Moi, j'ai aimé ça vraiment, le formulaire d'appro, là, puis tu sais, les vases communicants, là, tu sais, c'est ça, il faut les délier. Mission intégrée, comité santé environnementale, nous, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont entendu parler du C3S, Montérégie S, C3S Pierre Boucher à l'époque et tout ça. On est innovateur aussi. J'aime le fait d'avoir des coûts, des contraintes à ajouter. Tu sais, des critères d'Agrément Canada de développement durable. Je ne sais même pas où est-ce qu'on est là-dessus, là, mais à développer. 2 déclés rapidement. Nous, on a quand même une direction transformation, pertinence et innovation à notre 6.
Mais je ne sais pas si c'était une obligation barrette ou si c'était une bonne idée de notre 6. Fait qu'innovation, je trouve qu'on l'adresse bien chez nous. On a une vitrine télésanté qui s'est créée, puis il y a comme eu une présentation aux 5 minutes des innovations technologiques pour préparer des appels d'offres pour la fameuse alternative à l'hospitalisation. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y a ce genre de vitrines-là qui se sont faites au ministère? Je ne pourrais pas répondre automatiquement comme ça, mais on a justement quelqu'un dans l'équipe qui était en train de regarder toutes les initiatives de vitrine qui avaient été faites. Donc, j'imagine qu'elle a mis la main dessus. Là. J'espère. On regarde ça d'ici la fin du mois. Quand on parle de silos, j'aimerais ramener le message au ministère aussi. T'sais. Mais gardons espoir, Janie, Santé Québec s'en vient. Moi, j'aurais une réponse pour le comité. On a un comité de pertinence clinique qui est pas mal l'idée par nos cliniciens, c'est-à-dire les médecins. Il y a beaucoup d'initiatives en développement durable, en approvisionnement responsable qui sont sorties de là. Des affaires très simples, réduction de l'utilisation de gants, réduction de papier de table d'examen, de réduction de tests diagnostiques. En effet, tu sais. Mais je pense que il faut réduire notre consommation et ne pas faire toujours de l'approvisionnement. Non, c'est ça. Puis, tu sais, le éco-CMDP, là, je veux dire, Dr. Zigby va prendre la parole. Pour moi, ça aussi, ça parle. Quand les médecins se mobilisent, les pharmaciens se mobilisent, les gestionnaires différemment, bref, ensemble. Merci. Je vais céder la parole à ma gauche. Oui, bonjour. Petit commentaire pour M. Moreau, M. Pelletier. J'entends beaucoup de bonnes intentions de votre part, mais j'avoue que j'entends peu l'urgence, par exemple. J'ai l'impression que les approvisionnements, c'est vraiment à la traîne par rapport à certains autres domaines, là, pour avoir quand même une vue d'ensemble à plusieurs niveaux. Vous avez vu les prévisions là, présentées en début de rencontre. Je pense qu'il faut vraiment mettre les bouchées doubles et augmenter la barre. Puis un autre aspect que je voulais emmener, qui n'a pas été discuté dans le panel, c'est que, vous l'avez dit, là, les approvisionnements, ça touche tous les employés des établissements de santé. C'est ce qu'ils tiennent dans leurs mains, c'est le kit de chirurgie qu'ils ouvrent, c'est ce qu'ils voient à la cafétéria, c'est les papiers qu'ils utilisent dans leur imprimante, ça touche tout le monde. Puis combien de fois je vois des gens qui viennent me voir, qui disent « Mais regarde, ça vient de Chine, regarde ça, c'est suremballé comme ça, regarde ça, c'est... » Et ils n'ont pas de voix, ils n'ont jamais de canaux pour pouvoir faire part de suggestions, pour pouvoir faire part de cet écœurantisme-là. Et ça développe un cynisme tellement grand. Parce qu'à chaque fois, ils se demandent, mais où je peux me donner la proposition de... Je sais que dans l'hôpital, là-bas, ils utilisent ce kit-là, là, puis lui, il est moins emballé. Puis à chaque fois, c'est, mais les contrats, le CAG. Fait que comment est-ce qu'on peut avoir un accès, comment on peut entendre les suggestions des gens, puis canaliser cette énergie-là? Parce qu'après ça, à chaque fois qu'on arrive avec des belles mesures, mais oui, mais il y a ça. Mais oui, mais il y a le petit cop de mandarine qui vient de Chine. Le cynisme qui est développé, il faut leur donner une voix à ces gens-là. Il faut qu'il y ait un canal plus direct. S'il vous plaît, considérez-le. Merci. Bien, si je peux me mettre juste peut-être une façon de le faire, c'est quand je reviens au comité consultatif de tout à l'heure, nous, on gère ces acquisitions-là, on définit les besoins, puis le choix des fournisseurs, c'est avec le comité consultatif qu'on le fait. Donc, les gens dans les approvisionnements, dans les établissements, ils doivent entendre ces éléments-là pour les amener sur cette table-là. Donc, nous, si on entend... Puis après ça, bien, c'est sûr que là, une question, peut-être qu'ils vont dire, bien, ça coûterait plus cher pour avoir ça. Puis là, je fais attention, quand on dit le plus bas prix, c'est pas le plus cheap, c'est le plus bas prix conforme selon les exigences qui sont mises. Donc là, c'est sûr, ça, c'est des exemples. Là. Est-ce qu'on dit on ne voudrait pas de suremballage? Ça pourrait être mis en considération dans ce cas, un exemple comme ça. Donc, c'est ça, le plus bas prix conforme, c'est important. C'est pas cheap. Fait que si ça se déchire, on se dit, ben oui, c'est le plus bas prix conforme, c'est parce que c'est cheap, mais c'est pas nécessairement ça. Là. Il y a peut-être un défaut aussi de manufacture. Mais juste pour dire, c'est un canal aussi de... Nous, on gère avec ces équipes-là aussi. Il y a des comités de développement durable qui veulent se créer. Nous, on va être prêts, nous autres, avec notre équipe, à les travailler. Là. C'est ce qu'on fait dans certains dossiers. Guillaume, Stéphane, est-ce que vous auriez quelque chose à dire là-dessus sur comment permettre aux gens dans les établissements de santé d'exprimer leur préoccupation? Avec le parcours, entre autres, on développe
ce qu'on appelle un réseau d'impact. Donc, l'idée, c'est que les gens qui sont formés vont ensuite pouvoir se rencontrer, discuter d'enjeux là-dessus. Puis, c'est un peu aussi la même chose que ce qu'on avait avec Patrick ce matin, faire des rencontres où les gens parlent de leurs opérations, parlent de leur travail avec des gens de la pro, avec des gens d'hygiène et salubrité, avec des gens de la comptabilité et de travailler conjointement pour justement sortir cette information-là. Et ça, ben, il faut une structure pour le monter. Il faut des gens qui animent ces rencontres-là. Il faut des gens qui sont spécialisés aussi dans le fait de amener à ce que ce processus-là se crée parce que les gens en appro, c'est pas leur spécialité professionnelle de faire ça, mais ils pourraient, c'est ça. Donc, c'est tout ce processus-là aussi qu'il faut intégrer comme culture organisationnelle. Donc, ça fait partie de briser les silos, justement, de réussir à briser cette situation-là où les gens ne se sentent pas entendus. C'est entre autres à cause qu'il y a des silos. Et je suis d'accord avec vous. Il y a une urgence, en fait, qui est beaucoup plus intense que ce qu'on parlait tantôt. Là. Quand on dit effondrement des réseaux de la santé, c'est très concret, là. Et c'est dans 10 ans. C'est pas « Ah, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont vivre? » C'est présentement, les sociétés, comme on les connaît, vont se transformer et on n'a pas de contrôle là-dessus. Tout ce qu'on peut contrôler, c'est l'atterrissage. Ce n'est pas le fait qu'on va devoir atterrir. Donc voilà. Merci. Il y a aussi quelqu'un en ligne qui demande comment engager les équipes d'approvisionnement puis sensibiliser les requérants dans tout l'approvisionnement responsable. Si vous pouvez ajouter ça à votre réponse. Ben, en fait, je vais rebondir sur ce que Guillaume a mentionné. Réseau d'impact éco-soignant. Première rencontre d'ici les prochaines semaines. Les canaux de communication sont ouverts. Puis nous, qu'est-ce qu'on veut avoir? C'est on veut changer les choses au niveau du CIUS, au niveau des pratiques. Donc, on veut entendre les requérants pour qu'ils puissent nous proposer des choses. Puis on va analyser les solutions en conséquence. Merci. À ma droite. Merci beaucoup. Le discours, évidemment, a généré énormément d'intérêt. Alors, il faut que je mette ma question assez rapidement. Alors, dans le but d'évoluer vers une économie circulaire, est-ce que on a déjà mis des buts, des essais pour transformer notre approvisionnement d'être un qui est axé sur les matériaux et qui est axé sur les services. Ça veut dire que moi, je m'en fous que j'achète des aiguilles, je veux avoir un accès vasculaire. Alors, si quelqu'un est innovant puis il trouve une façon de faire ça avec moins de matériel, etc., peut-être ça va être une façon de leapfrog en avant plutôt que de focuser sur actuellement acheter les meilleures aiguilles possibles, d'être capable d'avoir un accès vasculaire peut-être qui va éviter d'utiliser des aiguilles. Alors, c'est quelque chose que je questionne, puis de voir comment on peut actuellement aller en avant sans nécessairement focuser sur le produit, mais actuellement sur le but ultime. Mm-hmm. Ben, ça revient sur le besoin. Donc, effectivement, de faire un pas en plus haut pour voir le soin. Puis, quand on amène basé sur la valeur, effectivement, c'est ça, mais on est vraiment au balbutiement de ce côté-là, je pense, en termes d'écosystème complet. Mais ça revient à revoir l'objet du contrat, finalement. C'est quoi qu'on essaie d'accomplir avec cette initiative? Oui, mais là, on brise... Oui, mais là, vous voyez que justement, là, on brise tous les silos là, pour justement ta solution. C'est pas juste de soigner, mettre un... Mais là, c'est dans tout le spectre. Si je peux me permettre, moi, dans toutes mes recherches, là, je me suis fait passer à plein de départements, gauche-droite. Puis à un moment donné, il y a une femme qui me parlait d'un département innovation au CAG. Oui. Bon, je pense qu'il faudrait appeler l'innovation au CAG. C'est le 882-488 étoiles. Voilà, non, c'est des blagues. Merci. La deuxième chose, c'est que est-ce que vous avez des craintes sur le greenwashing? Ça veut dire des gens qui vont essayer d'utiliser votre critère contre nous. Contre nous? C'est ce que vous avez dit? Ça veut dire d'utiliser des critères, des faux critères. Ça veut dire des... Non, oui, mais je pense que j'avais compris contre nous. Mais oui, non, ça, on veut s'assurer justement qu'on n'est pas là. J'ai des gens dans l'équipe qui sont ici là, dans l'équipe, puis c'est... Ça, c'est quelque chose que nous, on ne fait pas. Je ne veux pas juste dire on ne veut pas, là, mais on ne va pas dans le greenwashing. Je parle des fournisseurs. Ça veut dire des fournisseurs qui essayent de faire du greenwashing pour actuellement avoir le contrat.
Bien, c'est là que les preuves robustes sont importantes, puis que nous, on ne veut pas de dire « Ah, ben OK, puis durant le contrat, tu vas t'engager à… » Non, non, gars, il faut que tu y sois rendu. Nous, on ne veut pas commencer à te suivre en arrière. Donc, je reviens aux preuves qui sont importantes. Bien, puis je dirais que c'est peut-être à chacun des fournisseurs de partager ouvertement cette information-là. Je regarde chez nous, de notre côté, tous nos objectifs, notre progression vers chacun des objectifs est public. Vous allez sur notre site, vous allez avoir tous les détails y sont. Je pense que c'est une façon de se protéger justement contre le greenwashing au final, du côté fournisseur du moins. Là. On n'est pas juste dans l'autodéclaré, là. Prouve-nous-le. Merci. À ma gauche? C'est plus une piste de réflexion qu'une... J'ai pris des notes depuis ce matin. On parlait d'achat local, de pérennisation, de redondance pour éviter pour pallier aux imprévus. On parlait d'éviter de limiter le marché, de la pérennisation des achats. Mais si on donne un contrat de 5 ans provincial, sachant que 97,7% des PME au Québec que des entreprises au Québec sont des PME, qu'est-ce qui va rester 5 ans plus tard de ces entreprises-là? Surtout quand on parle de 4 milliards d'achats par année. Voilà, c'est tout. Donc, une question rhétorique. Merci. À ma droite? En fait, il m'a subtilisé un peu l'idée de l'approche, de savoir s'il y a des discussions, des choses. Moi, je suis quelqu'un d'un peu plus pragmatique, là. Du moins, je fais une couple de niaiseries en présentant, mais grosso modo, je suis très pragmatique. Est-ce qu'il a commencé à avoir des débuts de réflexion des directions logistiques, du CAG, ou ainsi de suite, sur une autre façon de le voir, comme décentraliser, dire qu'on fait à la place un appel d'offres, t'invles un baseline de prix, mais si vous l'avez à meilleur tarif local chez vous, vous pouvez vous désister puis vous aller local. Parce que là, actuellement, tout ce que ça a fait dans les dernières années, on paye plus cher pour pratiquement tous nos services parce que c'est un truc harmonisé à grandeur. Ça ne reflète même plus nos besoins locaux. On essaie de se dépatouiller là-dedans, de s'exclure, de se trouver une façon, mais on se retrouve juste que ça coûte plus cher, ça respecte moins ce qu'on a, c'est rendu externalisé le plus loin possible, puis ça restreint le marché de plus en plus parce qu'il y a de moins en moins de fournisseurs qui sont capables d'offrir ça à grandeur de la province au Québec. Fait que là, tu te retrouves avec une pelletée de petits joueurs à droite puis à gauche. Puis ça, c'est quand en plus, il n'y a pas une clause comme quoi il faut que tu aies eu des contrats avec d'autres fournisseurs pendant X nombre de temps de tel volume. T'sais. Fait que dans le fond, grosso modo, les prix ont juste explosé dans les derniers temps. Puis ça ne reflète même plus. Puis j'ai jamais eu autant de discussions avec mes collègues. On a eu des communautés de pratique à cette heure en plus, un peu là, fait qu'on se jase, là. J'ai jamais entendu autant d'histoires de poursuites par rapport à un qui essaie de se décider d'un contrat parce que ça ne représente absolument pas sa réalité puis de différents trucs. Fait que, y a-t-il un début de réflexion sur comment le revoir, comment se sortir de ce marasme-là parce que ça va juste nous coûter plus cher, détruire les PME, puis finalement restreindre le marché, puis grosso modo moins bien refléter nos besoins plus que ça va avancer dans le temps. On est, oui, au CAG sur l'élément de l'approvisionnement plus régionalisé, là, ou même local, parce que ça pourrait être une entreprise du Saguenay qui pourrait approvisionner une entreprise qui est à Montréal, des soins à Montréal. Mais oui, ça, c'est justement, on est en réflexion, pas juste en réflexion, là, je dirais, on a dans notre plan stratégique des objectifs en acquisition responsable, en acquisition achat québécois, achat régional, et on travaille là-dessus actuellement. Puis quand on parle des vitrines, c'est pour ces éléments-là aussi. Puis là, la définition d'entreprise québécoise, là, ça inclut aussi les grands joueurs là, multinationaux aussi qui sont dans l'activité économique, mais aussi pour ne pas restreindre le marché régionaux. Puis ça, on en est bien conscient. Puis ça se ressort, puis on a les mains dans ça là, actuellement, les mains à la pâte. Parfait. Je vais être curieux de voir, juste voir la fonctionnalité de la chose. Comme je dis, c'est le nombre d'appels d'offres que j'ai fait à l'intérieur des dernières années, qu'on se revient d'abord, le fournisseur qu'on avait, local, qu'on a juste fait l'appel d'offres parce qu'il fallait respecter les seuils, on se retrouve à payer 2 fois le prix. Là, on dit, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, on étudie l'appel d'offres, il faut respecter le prix. Mais on aurait un fournisseur local qui nous offrirait pour une bouchée de pain versus qu'est-ce qu'on paye. Fait que ce bout-là, cette dichotomie-là entre la volonté de dire comme quoi l'acquisition groupé va diminuer le prix, mais que dans le fond, c'est complètement l'inverse qu'on se retrouve. Et bref. Merci. Merci à tous, c'est vraiment intéressant et merci Madame Beauchamp pour votre passion et votre honnêteté, vraiment apprécié. Catherine Truchon, je suis directrice scientifique du côté de la pertinence et de l'usage optimal à l'INES. Je trouvais ça vraiment intéressant de vous écouter. Je veux revenir sur les mots pertinence et réduction. Puis vraiment pas l'idée de faire une question piège, pas du tout. Je suis ici, je l'ai dit ce matin, pour voir comment est-ce que nous autres, à l'INES, on pourrait s'inscrire quelque part pour aider dans toute cette belle volonté-là.
Fait que je me posais la question, peut-être surtout vous au CAG, quand vous procédez à vos appels d'offres et tout ça, vous avez parlé de vos comités consultatifs, est-ce que la question de pertinence, elle est réglée ou c'est remis sur la table? Est-ce que c'est encore pertinent comme pratique clinique? Est-ce que c'est encore pertinent de considérer un renouvellement de ces équipements-là? Je voulais savoir comment se fait ce processus décisionnel-là. Vous avez parlé qu'aussi vous avez des comités de pertinence clinique. Je pense qu'il y en a quand même dans plusieurs établissements, avec les médecins qui sont très bons. Des fois, pas toujours. Des fois, hein, ils ont des pratiques d'installer et tout ça, là, ce qui ne sont pas nécessairement toujours basées sur les données probantes de la littérature scientifique. Fait que je suis vraiment une question de curiosité, comment ça se fait, surtout les gros processus d'achat du côté du CAG. Bien, là-dessus, je n'oserais pas me prononcer parce que je suis arrivé depuis 1 an au CAG, là, donc puis on est du côté, c'est ça, de l'accompagnement en développement durable, puis bon, les comités consultatifs, on le connaît, mais tout ce qui est de pertinence, je ne pourrais pas répondre, là, à donner une bonne réponse. Mais je crois qu'automatiquement, oui, parce que si on parle, on commence à parler du besoin, puis que les gens disent, bon, ben, il y a peut-être moins de pertinence, ou est-ce qu'eux connaissent d'autres produits qui pourraient changer la donne, ou l'inverse, justement, en partant avec des vitrines, peut-être nous, on va pouvoir amener cette notion-là, de dire, bien, il y a peut-être d'autres choses qui vont permettre. Mais c'est sûr que le regroupement d'achat, lui, est sur le bien défini. Mais c'est sûr que s'il n'y a plus de besoin, c'est un regroupement d'achat qui pourrait être dilué ou être redéfini là, avec le temps. Bien, si je peux me permettre, François, c'est peut-être pas votre rôle non plus de venir questionner les hôpitaux, les établissements de santé sur les choix qu'ils ont faits de soins. Non, ben c'est ça. Mais sauf que peut-être qu'au moment qu'on part en appel d'offres, que là, cette discussion-là va venir, mais c'est sûr que si le besoin continue à être là, bien, ils vont nous l'exprimer. Là, mais c'est peut-être des fois une innovation qui va changer les choses. Là, c'est peut-être plus là. Merci. Oui? Bonjour. Donc, je participe énormément au contrat de CAG et tout. Donc, je trouve qu'il y a un discours un peu contradictoire au niveau où est-ce qu'on veut favoriser l'approvisionnement local, mais avec le fait qu'on regroupe autant, bien, les petites entreprises, eux, ne sont pas en mesure de fournir un si grand territoire. Puis on le voit au niveau logistique, c'est misérable pour eux. Tu sais, pour des petits centres, c'est possible, mais un grand territoire. Puis en plus, même dans notre établissement, on a des grands sites comme des petits sites que les minimums de commandes sont très difficiles à atteindre maintenant aussi. Donc, je trouve que à la base, on ne peut pas mettre de clause dans le CAG pour un achat local parce que ça va à l'encontre avec la charte de libre-échange là, en tant que telle. Ouais. Donc, ça, déjà à la base, on n'a pas de moyen de le mettre. Puis, comme la manière de passer pour que ce soit plus... qu'on met des critères de développement durable, c'est d'aller avec une marge préférentielle, alors que la plupart d'entre nous, on est en plan d'équilibre budgétaire. Donc, c'est de se refiler un peu la facture, alors que, pour les styromousses, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a éliminé. Ça a été une clause que c'est plus possible ou quoi que ce soit. Donc, pourquoi est-ce que... Je trouve que la marge préférentielle, oui, ce serait le fun, mais il n'y a pas un autre moyen. Pourquoi est-ce que le développement durable doit toujours avoir comme un coût plus élevé? Pourquoi ne pas trouver d'autres moyens parce qu'on a un budget, puis j'ai cette conscience-là à respecter aussi, mais j'aimerais bien pouvoir aller avec des produits qui apporteraient un plus pour l'environnement, mais en même temps, dans les mêmes clauses, dépendamment des contrats, la durée des contrats, il n'y a pas de moyen d'innover parce qu'on parle beaucoup de flexibilité, d'innovation, mais une fois que le contrat est fait, on est ferme. Les entreprises le savent qu'on ne peut pas non plus mettre un produit innovant dans un contrat qui est en cours. On doit attendre 5 ans plus tard, puis ça se peut que 5 ans plus tard, c'est même plus la même chose. Et l'autre point aussi que je voulais me demander, c'est comment est-ce que cette pratique-là va changer? Et pour aider un peu, parce que le but du CAG, c'était de nous aider dans ces approvisionnements-là, mais on sent plus une contrainte actuellement parce qu'on bloque beaucoup de petites entreprises et de liens. Donc là, avec l'ITHQ, que tous les services de santé, on essaie d'avoir nos achats locaux puis notre accréditation. Donc, tu sais, on se fait retirer un peu ça aussi en même temps. Donc, je trouve ça difficile d'adhérer. Puis, je ne sais pas si la meilleure façon pour l'acquisition, c'est de mettre une marge préférentielle sur des critères qui est difficilement... Oui, ça prend des preuves, mais les entreprises ne sont même pas conscientes que
c'est quoi les démarches possibles pour avoir ces accréditations-là. Ils sont pas conscients que c'est quoi, tu sais, pour une petite entreprise, ils vont pas mettre de l'effort sur le développement durable alors qu'ils ont peut-être déjà des mesures mises en place que pour eux, c'est du développement durable, mais ils sont pas conscients de ça. Puis je trouve qu'on connaît pas assez le marché pour aller de l'avant non plus pour demander. Donc, tu sais, demander aux fournisseurs, tu sais, les fournisseurs entre eux se connaissent, ils connaissent leur compétition, mais au CAG, on dirait qu'on ne connaît pas on n'arrive pas à toutes les rejoindre, on ne sait pas, il n'y a pas de forum pour qu'on se rencontre, pour innover non plus. Donc, c'est ça ce que je trouve dommage. Donc, je veux juste savoir c'est quoi les étapes. Bien, premièrement, pour ce qui est de la marge préférentielle, ce n'est pas dans tous les cas qu'on la met puis qu'on amène du développement durable. Là. Même que dans la plupart des cas, on l'amène sans marge préférentielle. Un cas, c'est des jambières de compression qu'on a eues, que maintenant, on a un contrat des jambières qui sont retraitées. Donc, ce n'est plus des jambières à usage unique. Donc, ça, c'est un exemple. Il n'y a aucune marge préférentielle là-dessus. Des chariots en télésanté lourds où on demandait que les batteries soient récupérées et que les matériaux des batteries soient revalorisés. Il n'y a pas une marge préférentielle là-dessus. C'est deux exemples. Donc, même des déchets, des contenants de déchets biomédicaux, où ceux-là, c'est même une certification ISO 14001, qui est leur engagement en environnement. Bien, il n'y avait pas de marge préférentielle. Donc, juste pour mettre, là, on a peut-être parlé beaucoup de marge préférentielle à la fin, mais dans bien des cas, il n'y en a pas. Pour ce qui est plus du régional, là, je vous dirais, c'est ça, c'est que où on veut, quand on va parler des avis d'appel d'intérêt, puis de commencer à bien comprendre notre marché québécois, c'est justement de pouvoir réfléchir à comment on fait des stratégies qui peuvent ouvrir le marché à plus de joueurs et justement les entreprises québécoises. Puis on s'entend, tu sais, on ne peut pas restreindre le marché aux entreprises québécoises, mais c'est de dire comment on peut, en connaissant mieux le marché, puis même à l'inverse, des fois, on ne mettra peut-être pas d'acquisition responsable si ça peut nuire à une entreprise québécoise. Qui sait? C'est juste, il faut bien comprendre notre marché. Puis là, on est tous dans une géométrie. Merci. Achat québécois, régional, acquisition responsable, puis de générer des économies aussi. Mais on l'adresse. Merci. Je vais prendre juste une dernière question, si c'est très, très court. Je vais synthétiser. Bonjour, je suis Éric de GoZéro. On offre un service aux établissements pour tendre vers le zéro déchet. Madame Beauchamp, le parcours du combattant, là, je sympathise avec vous, on le vit quotidiennement. C'est pas si peu que ça, hein, je vous aime quand même. Non, mais c'est pas évident de travailler avec les différents départements dans les établissements. Tu sais, depuis un matin, on parle de solutions, d'ingénierie, d'architecture, de trucs comme ça, mais il y a des solutions qui sont immédiates pour avoir un impact concret, mesurable sur les émissions des établissements, votre bac, votre contenant, ça l'est. Puis il y a d'autres exemples, là. AstraZeneca, Medsop, fret, on recycle les recueils de fret aussi. On a même des discussions avec Roche au niveau du recyclage, puis en économie circulaire des produits. Mais le mot qu'on a de nos clients, qui sont des fabricants d'instruments médicaux, c'est que jamais ça a été pris en considération au Québec, tandis qu'en Californie, c'est tout de suite, là. Puis à New York, c'est tout de suite aussi. C'est mis de l'avant, c'est important, puis je crois qu'on est très, pas en retard, mais disons qu'on n'est pas à la page de ce qui se fait au niveau international là-dessus. Pour avoir des impacts immédiats au niveau des GES, choisir des fournisseurs comme Mme Beauchamp, puis il y a plein d'innovations au Québec qui sont immédiats, mais qui sont un petit peu méconnus ou ignorés dû au montage des appels d'offres. Moi, je pense que c'est un souhait que je fais finalement, là, c'est le CAG, dans mon esprit, devrait se positionner en leader pour prendre des innovations comme ça puis les propulser à l'extérieur du Québec. Pas juste essayer de le faire rentrer au Québec à l'hôpital du coin, là. C'est une vitrine. Je veux dire, le CAG est un seul acheteur et capable de prendre une petite PME au Québec puis d'en faire un succès économique international. Moi, je pense que c'est un win-win, puis c'est ça, c'est un souhait que je lance dans l'atmosphère aujourd'hui, parce que des innovations comme ça, il y en a plein, nous on les connaît. Je suis certain que tous les fournisseurs qui ont les mains dedans les connaissent, mais communication. Merci pour la question. On
fait, moi, rapidement, là, Soukiana Boukris du Centre d'acquisition gouvernementale, je voulais juste préciser un point par rapport aux appels d'offres qu'on fait au CAG. Donc, en fait, des personnes, ils ont indiqué, là, comme quoi, en fait, les contrats, là, oui, c'est des contrats de 5 ans, là, qu'on fait, puis c'est difficile d'aller mettre de l'achat local. Non, c'est pas vrai, là, je voulais juste, en fait, préciser qu'il y a certains appels d'offres publics qu'on a faits, où on est venu insérer des lots dans nos contrats, justement pour permettre à des entreprises, des PME, puis des entreprises locales de venir justement répondre à cet appel d'offres. Ce n'est pas parce que c'est un regroupement d'achats avec toute la province que c'est automatiquement on veut un seul fournisseur ou prestataire de services. Non, ça dépend de la stratégie du dossier. Ça peut être par lot. On en a fait beaucoup avec des lots de régions, des sous-régions, justement pour avoir plus de concurrence. Puis si je prends les contrats d'approvisionnement de produits médicaux, par exemple, mais là, c'est des contrats produit par produit. On ne veut pas un seul fournisseur qui va répondre, par exemple, à tous les ensembles personnalisés ou un kit des plateaux de chirurgie. Là, c'est des items, puis le soumissionnaire va soumissionner sur les items qui l'intéressent puis qui est capable de fournir. Donc là, on n'est pas en train de limiter le marché. Il y a beaucoup de stratégies à faire. On le fait. C'est important de se parler. On a une chance au CAG là, qu'on est entre les deux parties. On est avec les clients, justement, comme il a dit François, là, les comités, là, on en a besoin de votre expertise pour venir amener ces points-là quand il y a des enjeux au niveau de vos produits et de services que vous utilisez. Et en même temps, au niveau des fournisseurs prestataires de services, mais avant qu'on lance un appel d'offres, la plupart du temps, on fait un avis d'intérêt. Puis là, on vient avec des questions. Puis justement, le soumissionnaire, c'est le moment où vous avez la chance d'aller poser vos questions. Puis si on voit que, par exemple, on a besoin d'aller poser plus de questions, on va venir rencontrer les soumissionnaires potentiels qui veulent justement nous rencontrer. On en a fait plusieurs reprises là, dans nos dossiers. Donc, je voulais juste souligner ça. Merci, je pense que c'était nécessaire. François, je suis désolée, il faut que je ferme. Juste dire que justement, on est en train de développer un partenariat avec Investissement Québec pour justement, quand on part des avis d'intérêt, pour connaître le marché québécois. Donc, c'était ça. Super, on va rester à l'affût. Donc, je redonne le micro à l'animatrice. Simplement pour conclure, je vous remercie, nos chers panélistes, Guillaume Moreau, Stéphane Turcotte, François Pelletier, Jeannie Beauchamp, Antonin Roche. Merci beaucoup. Je garde en tête comme conclusion qu'il faut se parler plus, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements de santé, briser les silos, notamment au niveau du budget, pour avoir en tête la notion du coût total, peut-être qui est associé à un soin. Comme Stéphane l'a mentionné, prioriser les actions qui ont le plus d'impact, c'est la meilleure façon de travailler avec le plus d'efficience et, comme l'a dit Antonin, agir maintenant et ensemble. Merci.